Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, toi aussi, d'avoir l'impression de porter la classe à bout de bras, d'avoir aucun dynamisme dans ta séance ne démarre pas, tes élèves sont mous et ta séance, du coup, te semble interminable autant à toi qu'à tes élèves? Et arrive un moment, ça sonne et tu es déçu, tu as l'impression d'avoir rien fait, de pas avoir avancé, d'avoir pris beaucoup de temps pour lancer les activités et d'être carrément passé à côté de ta séance? Alors que dirais-tu de ne pas avoir à dépenser une énergie folle pour lancer ta séance, que tes élèves ne mettent pas 10 minutes à s'installer, à sortir leurs affaires, à se lancer dans les activités que tu proposes? Alors ça, c'est possible. Alors on va voir dans cette vidéo comment donner un rythme de cours à tes élèves, les impliquer dès la première minute de ta séance de cours. Et on va pas se mentir, parce que le meilleur compliment, enfin moi, à titre personnel, le meilleur compliment que j'ai, c'est lorsque mes élèves me disent, lorsque ça sonne, me disent: «Mais c'est déjà fini? Mais déjà?» Alors, on va voir comment faire en sorte que cela arrive. Et pour cela, je vais te préparer une fiche, ce que j'appelle une feuille de route que tu peux télécharger gratuitement. Tu la retrouveras en premier commentaire de cette vidéo. Et sur cette fiche de route, tu retrouveras les questionnements que je me suis posés par rapport à cette thématique que je te propose dans cette vidéo, toutes des pistes pour améliorer toi aussi tes rituels de classe, pour te permettre de donner un dynamisme et favoriser l'animation de classe dans tes séances de cours dès les premiers instants. Alors si actuellement tu as l'impression que lancer des actions simples comme l'installation en classe, sortir les affaires, projeter un nouveau support et lancer une dynamique d'oral est parfois lent, cette vidéo est faite pour toi. Alors, je pense que toi aussi, il t'est déjà arrivé d'avoir des contretemps durant ta séance de classe, durant ta séance de cours, et du coup de devoir écourter ou abréger certaines activités que tu avais prévues sur ta préparation. D'ailleurs, dis-moi, c'est intéressant de voir comment toi tu gères à titre personnel, quand par exemple tu as un imprévu qui survient et tu dis: «Ah là là, j'avais prévu telle activité et là, il va falloir que je fasse un choix pour arriver au bout de ma séance». Comment tu gères dans ces cas-là? Donc laisse-moi un commentaire pour me dire un peu comment tu gères. C'est intéressant de voir comment font les uns et les autres dans ce cas de figure. Il y a aussi ce cas de figure où tu as prévu, par exemple, un certain nombre d'activités et certaines activités te prennent plus de temps que prévu. Donc là, tu as ton questionnement intérieur et tu te dis: «Voilà, si je continue à dérouler mes activités comme je les avais prévues, je vais pas arriver au bout de ma séance, je vais perdre de précieuses minutes» et tu crois que tu vas perdre de précieuses minutes, mais en réalité, est-ce que ça va être du temps de perdu? Donc c'est ça la bonne question qu'il faut se poser. Donc la question c'est: «Est-ce que je déroule ma séance comme je l'avais prévu avec toutes les activités et je ne termine pas ma préparation de séance, ou alors je fais le choix de continuer et de mettre en place toutes les activités, quitte à dépasser, c'est-à-dire quitte à ce que certaines activités empiètent sur la séance suivante. Donc c'est vrai qu'en tant que tout bon prof, tu as fait ta préparation de séance, donc avec toutes tes activités, bien entendu, et tu essaies de faire ce qu'on nous dit toujours, de bien impliquer de tous les élèves, de faire en sorte que tous les élèves aient participé au moins une ou plusieurs fois, de solliciter les élèves au bon moment. Tu sais, tu as toujours un petit peu ce repérage où tu sais: «Ah, je sais que tel élève a telle difficulté sur tel point, je vais essayer de l'interroger pour voir si lui aussi a bien assimilé ce point». Et tu essaies aussi d'être à l'écoute des difficultés des uns et des autres. Donc tu prends le temps de répondre aux questions, de prendre un petit peu plus de temps aussi si tu vois que quelque chose passe un petit peu mal ou un petit peu plus difficile pour une partie de la classe. Et du coup, tu es partagé entre te dire: «Bon, si je continue comme ça, pour chaque activité, pour chaque partie de la séance, c'est évident, je vais jamais terminer ma séance». Donc c'est vrai qu'on est vite tenté de se dire: «Bon là, exceptionnellement, aujourd'hui, je le fais pas à chaque séance, mais aujourd'hui, est-ce que je peux pas me reposer un peu sur ce noyau de classe?» On a tous, tu sais, un noyau de classe où on a, quelques élèves qui sont hyper dynamiques, où ça fonctionne, comme on dit, ils pigent du premier coup et tu dis: «Bon, bah, voilà, je vais les interroger, il y a 4-5 élèves ou avec eux, comme ça va redonner du dynamisme et puis je vais pouvoir boucler ma séance». Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que ce n'est pas le bon choix? On va voir dans cette vidéo comment faire dans ce cas de figure. Alors, on va pas se mentir, il est tentant de temps en temps d'avancer avec ce petit noyau d'élèves, mais quel est le risque avec tout ça? Le risque, c'est que les autres, du coup, restent spectateurs. Donc, à force de rester spectateurs, ils vont soit s'endormir, soit plus écouter, ou voire se disperser. Et s'ils se dispersent, du coup, tu vas avoir un autre problème à gérer qui va être le problème de gestion de classe, le problème de la
discipline. Donc, on a vu dans la vidéo précédente, je t'invite à aller la voir si tu ne l'as pas encore vue, on a parlé en quoi les rituels de classe peuvent permettre de cadrer la discipline de classe. Alors effectivement, si un cours exceptionnellement, tu te dis, bon, bah voilà, là, il faut vraiment avancer, j'avance avec le noyau actif de la classe, le problème, c'est que tes élèves vont se dire, ça a fonctionné une fois, ça va fonctionner d'autres fois. Et si tu commences à normaliser ça, c'est-à-dire si tu le fais une fois, puis une autre fois la semaine d'après, puis encore une autre fois la semaine d'après, les élèves vont prendre l'habitude, vont prendre le pli. Donc, au bout d'un moment, tu vas plus jamais réussir à faire prendre la sauce, comme on dit, et faire démarrer cette dynamique globale de classe, puisque les élèves vont instantanément se dire, bon, bah voilà, je suppose que toi aussi, d'ailleurs, tu l'as eu, ce cas de figure-là en tant que prof. Moi, je me souviens, bah, d'ailleurs, c'était en espagnol aussi. C'était en classe de première, il me semble. C'est que la prof, du coup, était, elle, très dynamique, fallait que ça avance, elle faisait beaucoup de, de choses intéressantes, de documents complexes. Et c'est vrai que pour les élèves moyens avaient tendance à vite décrocher. Au bout de 10, 15 minutes, ça allait trop vite pour eux et elles les avaient perdus. Et donc, elles finissaient arrivées au milieu de l'heure de cours, bah, à fonctionner qu'avec 3, 4 élèves. Et finalement, au fil des semaines, ça finit par être une habitude, une normalité. On se disait que quand on arrive en classe d'espagnol, bah, de toute façon, ça allait être ces 3, 4 élèves-là qui allaient faire le cours. Nous, on restait gentiment spectateurs et rien n'avançait. Et donc, le but, c'est que tu n'arrives pas dans cette situation de classe-là. Donc, le but, c'est de normaliser la dynamique de classe. Et comment on peut normaliser la dynamique de classe? Par des habitudes. Donc, des habitudes qui impliquent à la fois des élèves qui sont à l'aise à l'oral, mais également des élèves qui peuvent être en difficulté ou un peu décrocheurs, et aussi comment rattacher ces élèves qui ont tendance à vite chercher l'amusement. Alors, si je te fais un petit retour d'expérience, j'ai moi aussi eu à réfléchir sur cet aspect du métier, et à titre personnel, j'avais plusieurs défis à relever, notamment deux. Tout d'abord, réfléchir sur comment implémenter ce dynamisme de classe. Et dans un deuxième temps, réfléchir à mon identité de professeur pour l'associer aux choses, aux rituels, aux habitudes que je vais mettre en place. Et quand je te parle d'identité de prof, je te parle de à quoi je veux que mon heure de cours ressemble. C'est-à-dire, lorsque mes élèves arrivent en cours d'espagnol, puisque j'enseigne l'espagnol, lorsque mes élèves arrivent en cours d'espagnol, ils se disent, ah oui, c'est vrai, en cours d'espagnol, on fonctionne comme ça. Tu sais, chaque prof a un fonctionnement différent et les élèves le savent. Quand ils vont en cours d'anglais, ils savent qu'avec la prof d'anglais, c'est ça, 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 les étapes du cours. Quand ils arrivent en cours d'espagnol, c'est autre chose. En cours de français, les attentes sont différentes. Donc, mon identité de prof doit être corrélée au type, au fonctionnement que je mets en place en classe avec mes élèves. Alors à présent, parlons concrètement. Mettre du dynamisme, c'est bien, mais comment les mettre en place? Par quel biais? Et comment le rendre pertinent? C'est toute une question qu'il faut se poser en amont. Parce que si, comme moi, tu es passé par le centre de formation, nous, par exemple, on nous a appris, entre guillemets, à faire des préparations de séance. Alors, dans la préparation de séance, quand on nous a appris concrètement, on nous a dit, bon, bah voilà, ta séance, il faut la découper en temps de partie avec l'installation, le déroulé du cours et après la fin du cours. Mais on nous a surtout dit, il faut timer ces préparations, timer ces activités. C'est-à-dire, par exemple, l'installation doit te prendre tant de temps. Ensuite, il y a l'appel. Ensuite, il y a la vérification des acquis. Et chaque chose, tu dois marquer un temps défini pour savoir où tu vas et savoir combien de temps en avance vont te prendre tes activités. Le seul problème de timer du début à la fin, c'est qu'on ne fait pas face aux imprévus. Donc, la réalité du terrain, comme tu le sais, est tout autre. Parce que moi, quand je suis arrivée, lors de mes premiers cours, donc j'avais ma préparation hyper timée, hyper léchée, comme il fallait, comme on nous demandait, sauf qu'elle laissait pas place aux imprévus. Et comme moi, tu en as plein d'imprévus. Il peut y avoir plein d'imprévus, par exemple un changement de salle de dernière minute, on t'a attribué une mauvaise salle, une partie de la classe arrive en retard parce qu'avant, il y a eu une intervention quelconque. Euh, les raisons peuvent être diverses et variées. Il y a eu un incident au sein même de ton cours, des deux élèves qui se chamaillent, ça t'a pris un petit temps de gestion de classe, euh, et une alerte incendie, enfin plein de choses que tu peux pas prévoir en avance. Alors le problème avec tout ça, lorsque tu as pas
eu une préparation assez souple, assez flexible et que tu n'as pas réfléchi en amont à un découpage d'activités parce que bien évidemment tes activités sont liées les unes aux autres, il y a des transitions, etc., forcément. Mais si tu n'as pas anticipé la problématique que tu ne pourrais pas aller jusqu'au bout de ta prep, c'est que tu risques de te confronter soit à la situation où bah, toutes tes activités sont décalées et tu risques de finir le cours en plein milieu d'une activité et forcément, c'est pas recommandé parce que ça n'a plus de sens. Et ou alors, tu peux pas aller jusqu'au bout de ta séance et du coup, tu ne donnes pas les devoirs ou tu sais, ça sonne et tu dis, oh là là, j'ai pas donné les devoirs, attendez, attendez, parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé au début de me dire, oh, j'ai pas vérifié l'heure. Puis en plus, bah, comme on est dans notre séance, on a plein de choses à penser. C'est vrai qu'au début, on n'est pas très à l'aise et on a plein de choses à penser. On n'a pas vérifié l'heure et d'un seul coup, ça sonne. Tu fais, oh là là, j'ai pas donné les devoirs. On dit, attendez, donc pour demain ou pour mardi ou... Donc non, ça va pas. Donc, soit tu te retrouves confronté à ça, soit tu te dis, bon, je vais réduire le temps imparti pour chaque activité. J'avais prévu 10 minutes pour ça, un quart d'heure pour ça, un quart d'heure pour ça. Bah, au lieu de mettre un quart d'heure, je vais mettre 10 minutes. Et du coup, forcément, c'est forcément préjudiciable sur la qualité d'apprentissage des élèves. Parce que si de base, tu avais prévu un quart d'heure, c'est que c'est nécessaire, en fait, d'avoir ce quart d'heure-là. Alors forcément, il y a des élèves qui auront toujours fini avant, d'autres qui vont mettre plus de temps, mais c'est un temps nécessaire. Ou alors, il m'était arrivé tout bonnement de me dire, oh, bon, bah ça, je vais le zapper, je vais le sauter, c'est pas très important. Tu sais, je regardais ma prep et je me disais, bon, alors, il va falloir trancher, quel est le moins préjudiciable si je le retire. Et en fait, non, par exemple, il m'arrivait de retirer, tu sais, dans ta phase de cours, par exemple, dans ta phase de, tu sais, ta grosse phase de participation orale. Ou par exemple, tu es sur un support, les grosses phases d'échange avec ta classe, tu inclus forcément des moments de moi, ce que j'appelle resumimos, ou alors on fait une petite pause, on résume les idées essentielles de ce qu'on a dit les 5-10 premières minutes. Après, on continue, on fait une petite pause, les pauses structurantes, les pauses récapitulatives, hein, tu les appelles comme tu veux. Et moi, je me disais, bon, bah, du coup, je vais en sauter une ou deux, ça va me faire gagner 2-3 minutes, ce que j'appelais ces précieuses minutes. Et en fait, non, c'était pas des précieuses minutes, parce que ces pauses-là, si je les avais intégrées dans ma séance, dans ma fiche de prep, c'est qu'elles étaient essentielles. Évidemment qu'elles sont essentielles, ces pauses structurantes, parce que les élèves, par exemple, qui n'ont pas beaucoup participé, qui sont un peu passifs ou un peu en difficulté, bah, pour eux, ces pauses sont essentielles parce que ça leur fait un récap, ça leur fait bah, un replay en fait de ce qui s'est dit et aussi ça peut leur donner l'occasion, tu sais, les élèves qui sont pas trop à l'aise pour initier des nouvelles phrases, des nouvelles idées, bah, ça peut leur donner justement l'occasion de participer parce qu'ils se disent, ah, j'ai déjà entendu les idées, il me reste juste à les répéter, à essayer de faire un petit quelque chose, une petite phrase avec ça. Et pour eux, c'est leur seul moment où ils vont avoir l'occasion de participer. Donc ça veut dire que si je les saute, ils n'auront pas de participation en classe. Donc c'est vrai que c'était une question sur laquelle il fallait que je me penche pour vraiment repenser comment gérer ces imprévus, comment gérer une fiche de prep pour qu'elle soit flexible et aller jusqu'au bout bah, de ma séance. Et dans ce cas-là, je me suis dit, c'est vrai qu'il faut que je repasse par les habitudes, par les rituels. Et tu vas voir pourquoi les habitudes et les rituels, dans ce cas de figure, sont essentiels pour l'animation de classe. Alors, comme il m'est arrivé souvent de le faire en début de carrière, pour justement essayer de perfectionner mes pratiques, je me suis mis dans la peau de ce que j'appelle ma propre stagiaire. Donc, j'ai analysé, donc j'ai fait mes séances de cours hein, de manière normale, et à la fin de chaque séance de cours, j'ai analysé ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce que je veux obtenir dans chacune des situations et les situations auxquelles je ne veux plus être confrontée. Et à partir de là, j'ai défini des objectifs. Donc mes objectifs étaient de garder déjà une prep bien ficelée. Parce que tu le sais, bah, il y a forcément des moments où on arrive en cours, où on est très fatigué. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et pour ces jours sans, justement, je trouve qu'il est essentiel quand même d'avoir sa prep sous les yeux. Donc moi, j'ai une habitude hein, avec mes préparations, c'est que quand j'arrive en classe, donc j'arrive toujours hyper en avance et je relis mes preps du jour. Parce qu'en général, les preps, je les ai préparées hyper longtemps en avance. Et puis, je les relis la veille, hein, la veille au soir, mais je les relis le matin pour déjà me rafraîchir un peu l'esprit. Donc, du coup, c'est pour ça que pour moi, il est essentiel d'avoir une prep
bien ficelé pour savoir où je vais et pouvoir m'y rattacher si à un moment j'ai un coup de mou dans la séance ou si par exemple pendant la séance j'ai eu un événement à gérer justement, puis d'un coup je fais bon, on en est où? Est-ce que j'ai bien donné toutes les informations? Parce que ça aussi c'est essentiel. Ensuite, cette prep-là, le côté de timer la prep, je l'ai gardé parce que c'était intéressant, mais je lui ai donné plus de flexibilité. C'est-à-dire que j'ai timé les choses essentielles pour lancer l'animation de classe, lancer le dynamisme. Parce que le timer, je trouve que c'est essentiel pour lancer le dynamisme. Parce que c'est vrai que si tu te dis, bah même toi à la maison, imagine, pour préparer tes cours, tu dis, oh voilà, j'ai toute l'après-midi pour préparer mon cours des quatrièmes pour demain. Tu risques de prendre toute l'après-midi. En revanche, si là tu dis, bon, j'ai 1 heure, top chrono, parce qu'après j'ai un rendez-vous, j'ai autre chose à faire, ou j'ai les enfants, ou je ne sais quoi, j'ai 1 heure, donc là tu vas être hyper efficace parce que tu sais que tu as qu'1 heure. Et qu'en 1 heure, il faut que ce soit prêt et bouclé. Donc là, c'est la même chose avec les élèves. Et ce timer-là, donc je l'ai bien évidemment sur mes prêts, c'est ce qu'on nous dit au centre de formation, mais j'informe les élèves également. Par exemple, moi, je time les débuts d'heures de cours. Pourquoi? Parce que du coup, ça met tous les élèves dans l'activité. Ils savent qu'ils ont tant de temps pour faire ci, l'installation, ils ont tant de temps pour faire ça, tant de temps pour faire ça. Donc, ce n'est pas des objectifs, on va dire, de cours en soi. C'est pas, par exemple, tu as par exemple 5 minutes pour faire tel exercice à trous, tel exercice à compléter. Non, parce que je préfère que là, les élèves aient le temps quand même, prennent le temps nécessaire. Mais je te dis, c'est vraiment pour les activités de début d'heure, comme ça, ils sont déjà dans le move, tu vois. Ensuite, l'autre point sur lequel, j'ai travaillé, c'est de garder aussi ce temps, donc je t'ai dit de début d'heure, mais ce temps de fin d'heure. Parce que ça, c'était un réel problème. Alors, je ne sais pas si tu as déjà été confronté à cette situation-là, mais je pense, hein, comme je te disais, de fin d'heure où tu dis, oh là là, il me reste les devoirs, il me reste la trace écrite, donc faire le bilan du cours, faire la trace écrite avec les élèves, qu'ils écrivent la trace écrite. Ensuite, qu'on donne les devoirs, qu'on explique le devoir, qu'on réponde à leurs questions. C'est un temps qui est important à garder pour les élèves. Parce que si tu veux que les élèves fassent leurs devoirs correctement, bah, il faut qu'ils aient leurs leçons qui soient écrites proprement dans le cahier, mais il faut aussi qu'ils aient compris les devoirs, les exercices que tu leur donnes à faire. Donc c'est important pour moi, et pour moi, c'est pas du temps perdu en fait. Donc du coup, de me dire, quoi qu'il arrive, je garde ce temps pour les devoirs. Donc je devais repenser ma façon d'amener les activités et de me dire, bon, bah voilà, par exemple, je sais pas, je te dis une bêtise, là, j'évalue que j'ai besoin de 10 minutes ou un quart d'heure pour la leçon et les devoirs, ou la leçon et le projet que je leur donne à faire. J'ai besoin de ce quart d'heure-là pour bien prendre le temps avec eux. Donc, et là, je me dis, mince, il reste 20 minutes de cours. Qu'est-ce que je vais faire de ces 5 minutes restantes? Enfin, 5 minutes supplémentaires, entre guillemets. Je ne vais pas recommencer une activité, même si je l'avais prévue dans ma préparation de séance. Je ne vais pas la commencer, je la garde, il est plus pertinent pour que je la commence au cours d'après. Mais il faut que je garde aussi cette animation de classe, parce que sinon, ça va faire vloup, pendant les 5 minutes, je fais quoi? Je fais du yoga. Donc, je fais quoi? Et après, relancer le dynamisme pour faire la trace écrite, ça ne va pas. Donc, j'ai eu tout ce questionnement-là. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui va me sauver de ça? Ça va être de donner des habitudes, des rituels de classe pour mes élèves. C'est pour ça que moi, j'ai ma fiche de préparation qui est timée, mais comme je te dis, qui est timée surtout au début, surtout à la fin. Et au milieu, j'ai mes activités où j'ai une estimation de temps, mais une estimation de temps flexible. Et ensuite, je me suis dit, mais les élèves n'ont pas ma fiche de prep. Et eux ne savent pas en fait à quoi s'attendre. Et c'est pour ça qu'en fait, pour l'animation de classe, je trouve qu'il est essentiel que les élèves aient aussi leur fiche. Alors, ils n'ont pas ma fiche de prep, bien entendu, mais eux ont leur fiche d'habitude, de rituel, et comme ça, ils savent à quoi s'attendre. Ils savent que le début d'heure, c'est ça. Le milieu d'heure, ils doivent avoir des défis, des activités à réaliser, participer pendant l'heure. Ils savent que pendant cette phase, j'ai ça comme attente de leur part. Et ensuite, en fin d'heure, ils savent concrètement le dérouler, les étapes de fin d'heure. Ok, comme ça, ils savent que les étapes, ils ne doivent pas les sauter. C'est-à-dire, il y a l'écriture de la leçon, on ne va pas le sauter. Quoi qu'il arrive, on dédiera un temps à ça. Quoi qu'il arrive, on dédiera un temps aux devoirs, etc., etc. Donc c'est vrai que ces habitudes de cours-là, donc là je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune de ces habitudes-là parce que ça fait partie de ma ressource que tu peux avoir clé en main sur mon site internet. Donc 13 rituels vers la réussite. Tu peux retrouver le lien directement en barre d'infos de la vidéo si tu veux y jeter un coup d'œil.
Donc là, tu auras vraiment la version clé en main si tu veux appliquer les mêmes rituels que moi, mais tu as une version aussi modifiable, téléchargeable, où tu peux toi-même mettre tes propres rituels qui correspondent, comme je te le disais, à ton identité de professeur dont je te parlais en début de vidéo. Donc, en fait, cette fiche de rituel-là me permet de cadrer des habitudes pour les élèves, d'instaurer du coup cette dynamique et ce rythme en fait entre les activités, mais aussi que les élèves sachent les attentes de travail, parce que comme tu le verras sur la fiche, j'ai des attentes de travail, des objectifs pour chaque élève. Enfin, c'est une fiche pour tous les élèves, hein, bien sûr, mais comme ça, ils ont des objectifs à réaliser pendant l'heure. Ils savent que s'ils réalisent ces objectifs-là, c'est grâce à ça qu'ils vont progresser et réussir. Et aussi quelque chose d'essentiel, j'en parlais aussi un peu dans la vidéo pour cadrer la discipline de classe, parce que ces rituels-là permettent aussi d'instaurer des bonnes habitudes de travail associées à la vie de classe. Donc des habitudes de vie de classe associées au travail en classe entière, au travail aussi collaboratif, parce qu'on alterne donc travail en classe entière, mais travail aussi de groupe, et aussi me permet de gérer la phase d'oral. Donc, comme je te le disais, forcément, toi, tu as ta fiche de prep, mais il est essentiel que les élèves aient leur fiche à eux pour savoir où ils vont. Donc, cette fiche-là, je leur présente en début d'année, la première heure, hein, tout simplement, la première heure de cours. Je leur présente, bon voilà, en espagnol, on va fonctionner de telle façon. Voilà comment tu peux réussir. Voilà tes objectifs, les objectifs pour chaque élève. Et d'ailleurs, je te fais une vidéo, tu verras si tu fais l'achat de cette fiche-là. Elle vient avec une vidéo et dans la vidéo, je t'explique très concrètement comment je la présente à mes élèves, comment je l'explique, comment j'organise ma première heure de cours avec eux autour de cette fiche. Et puis toutes les questions qu'ils m'ont posées, les réponses que j'ai apportées. Donc c'est un peu une FAQ avec les élèves. Comme ça, tu sais toi aussi comment répondre aux élèves et comment présenter les objectifs. Alors, je te parlais de personnaliser la fiche. Pourquoi? Parce que, en fonction des difficultés ou en fonction de notre identité de prof, c'est vrai qu'il y a des points qu'on veut améliorer plus que ceux d'une autre prof, d'un autre enseignant. Mais après, il y a des choses qui restent classiques, hein, l'entrée en classe et la fin du cours. Ça, c'est des problématiques qui sont assez récurrentes. Et, et en fait, moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai mis ma fiche en place, donc comme je t'avais dit, hein, j'avais eu d'abord une observation de ce que je voulais améliorer, etc. Mais malgré tout, il y a deux, trois points que je voulais améliorer. Donc, comment faire dans ce cas-là? Est-ce qu'il faut relancer une autre fiche tout de suite ou attendre un peu? Alors, moi, je te conseillerais d'attendre parce que si 2, 3 semaines après, tu changes ta fiche, tu changes tes rituels, les élèves vont se dire, mais en fait, la prof, elle est paumée, elle ne sait pas où elle va, et ils vont t'accorder aucun crédit. Et donc, moi, ce que je te conseille, c'est quand même de tester la fiche sur un certain temps. Alors, moi, je sais plus, je sais que je l'ai modifiée tout au début. Alors, donc, au début, je l'avais lancée en milieu d'année parce que j'avais commencé ma première année sans rituel. Enfin, ce que je pensais avoir des rituels, mais comme c'était pas clair, noir sur blanc, ça ne fonctionnait pas. C'est pour ça que j'ai lancé cette fiche de rituel-là. D'ailleurs, je t'en parle dans la première vidéo sur la fiche de rituel. Mais il me semble que j'étais allée jusqu'aux 3 quarts de l'année et après, j'avais recadré un tout petit peu. Mais ce que je te conseille de faire dans ce cas-là, c'est d'attendre la prochaine rentrée scolaire. La rentrée suivante, la rentrée scolaire suivante, c'est là où j'ai vraiment fait une petite refonte au niveau de moi. J'ai fait une refonte. Ce qui m'intéressait, c'était sur la partie centrale du cours parce que j'avais bien ciblé mes besoins au début du cours, bien ciblé mes besoins à la fin du cours, mais c'était au milieu du cours, au niveau de l'animation, la gestion de l'oral, etc., que je voulais recadrer un petit peu. Mais j'avais préféré attendre la nouvelle année parce que, pourquoi? Parce que les élèves qui ne me connaissaient pas, bon, c'est pas grave, pour eux, dans tous les cas, elle était nouvelle, mais je récupérais forcément des élèves des années précédentes. Donc pour eux, c'était moins flagrant parce qu'ils se souvenaient de la fiche de rituel, mais ils se souvenaient pas de la fiche de rituel dans les détails. Donc c'était moins choquant pour eux de se dire, ah, il y a ça qui a changé, parce qu'en général, c'était des changements assez subtils. Donc voilà. Donc, ce qui est important aussi ici de voir, c'est la conclusion. Donc la conclusion que j'en ai retirée, les bienfaits que j'ai retirés de cette fiche de rituel pour améliorer mon animation de classe et ma dynamique d'oral, c'est alors d'ailleurs j'ai tiré une conclusion et j'ai remarqué au début, je me disais ah mais mes élèves qui participent pas au début avant d'avoir cette fiche de rituel, je me suis dit en fait c'est soit qu'ils comprennent pas, soit qu'ils sont en difficulté, soit qu'ils n'arrivent pas à suivre. Enfin, du coup, je m'imaginais tout et n'importe quoi parce que je ne comprenais pas. Et là, ce que j'ai observé en mettant ces rituels-là, c'est que la majorité du temps, le manque de participation ou d'implication dans les exercices, dans les corrections, le manque de dynamisme, venait pas du tout des difficultés de enfin pas du tout.
en majorité, ne venaient pas des difficultés de l'élève. Ça venait de facteurs extérieurs à la discipline d'espagnol même. C'est-à-dire que, comme je te l'expliquais, les premières minutes de cours sont vitales. Elles donnent le ton à ta séance. C'est-à-dire que tu sais que bah, forcément, si tu accueilles tes élèves comme ça, en manque de dynamisme, en disant, encore une heure de cours, forcément, même si tes élèves étaient motivés au début, ils vont arriver dans le même mood que toi. Donc, déjà, les premières séances, comment tu implémentes tes activités. Ensuite, l'enchaînement et les transitions entre les activités. J'ai fait un gros travail là-dessus parce que forcément, donc, comme je t'ai dit, ta séance est remplie d'activités, mais il faut absolument qu'il y ait un lien, que les activités découlent des unes des autres, ce qui fait que tu évites de perdre des élèves entre chaque activité. Et donc, autre chose aussi que j'ai vu, c'est le temps imparti, comme je te disais, pour chaque activité pendant le cours et surtout de ne pas interrompre une activité. Et cette variation aussi de rythme que tu peux donner entre les activités. Parce que moi, un défaut que j'avais aussi, c'était que mon cours était trop linéaire. Même si j'avais beaucoup d'activités, on était toujours sur la même dynamique. Et forcément, bah, quand on est toujours sur la même dynamique, c'est comme si je te parlais toujours comme ça. Au bout d'un moment, tu t'endors, tu te lasses. Et là, c'est la même chose. Et donc, j'ai retravaillé mes activités, des activités qui étaient à la fois en petits groupes, à la fois en classe entière, mais qui ne me demandent pas beaucoup, tu sais, de gestion de classe, de gestion de matériel, etc. Des choses que je peux mettre en place très rapidement et switcher de l'un à l'autre, de l'un à l'autre pour éviter justement que les élèves s'endorment. Donc ça, toutes ces notions de justement comment enchaîner des activités, comment donner des transitions entre les activités, comment trouver des activités qui soient variées, comment trouver des activités qui ne demandent pas beaucoup de réaménagement de la salle, par exemple de classe, pour pas perdre trop de temps. Donc tout ça, on le voit dans la communauté. Donc je ne sais pas si tu as déjà zioté ma communauté. Donc la communauté s'appelle Dans le cartable du prof d'espagnol. Tu as le lien en barre d'infos et on se retrouve entre profs de langue. Justement, pour discuter de toutes ces problématiques, de si par exemple tu as un questionnement, tu te dis, bah voilà, j'aurais bien aimé mettre ça en classe avec mes élèves, mais je ne sais pas comment le faire. Donc là, on fait un accompagnement beaucoup plus personnalisé à tes besoins concrets du moment. Et donc, je trouve ça hyper enrichissant dans cette communauté parce que c'est vrai qu'on voit ce que fait un peu chaque prof, ce que met en place chaque prof dans ses classes, parce que par exemple, en fonction de l'effectif de classe, on ne va pas mettre les mêmes choses en place, mais on peut s'inspirer des uns et des autres. Enfin, c'est vrai que les expériences sont multiples. Et ça te permet toi aussi de restructurer, bah, comme là par exemple, là, on parle de rituel, de se dire, ah oui, toi tu mets en place tel rituel, mais du coup concrètement, comment tu le mets en place? Parce que moi j'ai une classe de 28 ou moi j'ai une classe même parfois beaucoup plus nombreuse. Comment je peux faire? Parce que bah, toi tu as une classe de 15 et forcément, c'est pas la même dynamique. Donc voilà, on discute de tout ça ensemble dans la communauté. Donc si toi aussi tu veux réajuster certaines choses, n'hésite pas à regarder un petit peu cette fiche de rituel et aussi pense toujours à télécharger cette fiche que je t'ai mise, cette feuille de route téléchargeable gratuitement qui est en premier commentaire de cette vidéo parce que dans cette feuille de route-là, donc je te donne ma vision de comment rediriger tes rituels pour redynamiser la dynamique de classe, l'animation de classe, ce dont je t'ai parlé dans la vidéo, mais je te donne mes stratégies et mes trucs et astuces pour que toi aussi, tu puisses un petit peu réajuster aux besoins. Et dans la prochaine vidéo, on se retrouvera pour le dernier volet sur la thématique des rituels de classe, mais cette fois-ci, on va voir en quoi les rituels de classe m'ont permis de rendre mes élèves plus autonomes et surtout plus responsable. Comme je te l'ai dit, ça m'a aidé pour la dynamique de classe, ça m'a aidé pour cadrer la discipline, mais ça m'a aidé aussi à rendre mes élèves beaucoup plus autonomes. Et comme je te le disais dans les premières vidéos, pour moi, l'autonomie des élèves, c'est un point essentiel de mon enseignement et de mes pratiques. Donc je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.